Salut à tous, on est de retour sur le plateau de Roue Libre. Et oui, on est mardi, c'est l'heure de l'émission Vélo de la First Team. Les amis, aujourd'hui, nous retrouvons Lionel Messi sur ce plateau. Et oui, il est à ma gauche, le god du football. Franchement, tu ramènes du football sur ce vélo, Polo? Ouais, là je suis déguisé en Lionel Messi, et le meilleur joueur de l'histoire du football. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'éclosion du meilleur coureur cycliste de l'histoire à venir peut-être? Je ne sais pas. Non, plus sérieusement, je vais trouver un petit couvre-chef sympa, et quoi de mieux que le meilleur joueur de l'histoire du football pour commencer cette émission. Est-ce que ça compte comme un couvre-chef? Bah oui, ça couvre... En vérité, t'aurais quand même dû prévenir Robin, qui est donc avec nous, pour lui dire de mettre un petit chapeau Cristiano Ronaldo, et on aurait eu de la bagarre sur le plateau, ça aurait été génial. Mais bon, Très content de retrouver un donc voilà. de retrouver un Polo en forme. Ouais, putain. Bon, je vais l'enlever cette fois parce que j'étais resté un peu longtemps avec la semaine dernière. C'est pas très sérieux quand on veut proposer des analyses sensées et crédibles. Bon, après, moi j'étais content d'être avec Lionel Messi sur un plateau, il est un peu plus intéressant que toi quand même. Les gars, le C'est programme. pas sûr, hein. Sur un terrain de foot, oui, mais je suis pas sûr que dans la vie il soit non plus hyper. Ça, on peut pas le savoir. Les gars, le programme aujourd'hui, je trouve génial. Voilà. Évidemment, on va passer l'actu en revue, tout ce qui s'est passé pendant la semaine, et après, on va se pencher sur l'Amstel Gold Race. Voilà, avec deux parties. On va faire un premier focus sur Alaphilippe Fuglsang. Voilà, qui se sont fait rattraper sur la fin, c'était assez hallucinant. Et un débat sur Mathieu Van Der Poel, le vainqueur. Est-ce qu'il est en train de révolutionner, oui ou non, le cyclisme? Comment, pourquoi? Vous allez nous dire si vous pensez que oui ou non, il y a révolution. Et évidemment, on terminera par la meilleure partie, le quiz, Oui. en fin d'émission, comme Une revanche toujours. à prendre, hein. C'est vrai que tu as perdu la semaine dernière. Voilà. Qui opposera donc Paul et Robin. Voilà pour le programme, les gars, et on va se pencher sur la première partie de l'émission, les news. Première partie de l'émission, première news, c'est le Trobroléon. Voilà, la course, le grand moment en Bretagne de l'année, tout sport confondu, c'est le Trobroléon. Je peux vous dire que la Bretagne est totalement folle quand il y a cette course-là. Et cette course qui a été gagnée par Andrea Vendrame. Voilà, italien de 24 ans, de Androni Giocattoli Sidermec. Alors évidemment, peu connu du grand public, mais c'était un outsider. Mais bon, de là à dire qu'il allait gagner, Polo, on s'y attendait pas. Après, il sort du Tour du Finistère où il a aussi été bon. Donc, une surprise, oui et non. On sait qu'il est très en forme, qu'il performe beaucoup en ce moment dans l'ouest de la France. Mais au-delà de ça, il y avait quand même, il suffit de voir les coureurs qu'il a battus, des Calmejane, des Sarro, notamment. C'était pas qu'en fait, ils voulaient tous la médaille au chocolat. Non, mais je sais pas, mais Ils voulaient tous il y a le un truc cochon. incroyable. Ils voulaient 4. Ils voulaient tous le cochon de la 4e place, je pense. Ouais, On a vu ces images de c'est Romain pas la Hardy. 4e place, c'est le pas la premier 4e place breton. Ah, C'est le premier breton Moi, qui a le je droit à un cochon. Je trouvais que c'était la 4e place, tu vois. Bon, j'ai vu cette image de Romain Hardy sur le podium avec le cochon, mais j'en peux plus. Chaque année, ça me régale. Et tu m'as donné une bonne info, je savais pas que c'était ça. Pour revenir à la course, encore une fois, et on en parlera aussi plus tard sur l'Amstel, quelle tristesse tactique proposée par les coureurs français, et notamment plus tôt dans la course par notamment un Calmejane qui a couru à retardement pendant, 20-30 km. Et puis à la fin, la gestion de la course de la FDJ qui avait course gagnée avec Marc Sarro, qui était le plus fort, que ce soit sur les ribins ou que ce soit en vitesse de pointe, qui ne gagne pas. C'est Mais justement, en fait, il y a peut-être eu un sprint mal maîtrisé par Marc Sarro. Ouais, Robin. complètement. Je pense qu'il le lance trop tôt. Il est sur le papier le plus rapide de ce groupe qui arrive pour la gagne, avec un garçon comme Baptiste Planckaert qui va vite aussi. Mais normalement, c'est pour lui. En plus, on l'a vu, il a beaucoup gagné déjà cette saison. Il était en confiance. Il n'y avait rien qui laissait imaginer qu'il allait se rater comme ça. Finalement, je crois qu'il part de trop tôt et que ça ne pardonne pas. Il a sous-estimé peut-être ses adversaires parce que, tu le dis, Vendrame, on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau. Alors, mais il y a quand même un garçon comme Planckaert dont il fallait se méfier. Il y avait de la place qui va vite. Donc, je n'explique pas vraiment ce qu'il a fait, mais c'est sûr qu'un groupe de 9 et les Français font de 4 à 9, c'est assez bizarre. Non, puis la FDJ, Marc Sarro est dans un groupe de vente, t'as Michael Delage qui roule derrière. Et en plus, il avait un coureur pour l'emmener, Sarro. Voilà, il y a Michael Delage qui roule derrière pour ramener le groupe. À partir du moment où déjà tu comprends pas ça, à partir du moment où il y a jonction, tu te dis ok, Delage va faire le chien de garde un peu à un Philippe Gilbert sur l'Amstel ou à d'autres. Où dès qu'il y a une attaque, lui, il va suivre, il va se dépouiller pour que ce petit groupe-là arrive au sprint à la fin. Non, il y a attaque de Backert, je crois, je confonds avec... Ouais, attends. Il me semble que c'est Backert, ouais. Oui, Backert, qui le suit. Moi, je me dis, c'est Delage qui prend sa roue, c'est bien joué. Au pire, Delage va le battre au sprint, il n'aura pas à rouler.
Non, c'est Marc Sarrault. Il a un sprint qui l'attend dans 1 km, 1 km 5. Il contre, il se tue pour rester dans la roue de Plancart qui lui veut finir en solitaire. Bacart, je confonds tout le monde, c'est catastrophique. Et quand j'apprends que c'est Marc Sarrault, je me dis mais putain, mais à quoi il pense? Marc Sarrault a fait tellement d'efforts toute la course, des efforts inutiles, alors qu'il savait qu'au sprint, il serait le plus fort. Je comprends pas comment. Bon, en tout cas, il y a une course ratée de la part des Français, parce que bon, tu parles de Marc Sarrault, mais il y a Damien Gaudin aussi qui paraissait fort, qui est revenu tout seul à un moment, qui a fait quasiment 3 bornes tout seul pour recoller un duo de tête. Puis derrière, après, il a relâché, il a crevé. Ouais. Et puis Vital Concept aussi. Le premier de Vital Concept, c'est Jimmy Turgis qui fait 39e, et Engoulevent qui a passé un coup de gueule dans une interview en disant voilà, on ne sait plus comment faire. Et c'est vrai que Vital Concept déçoit encore. Bah c'est vrai qu'on comprend un peu l'incompréhension du staff de Vital Concept. Ils ont eu ce coup sur la tête avec la non-invitation sur le Tour de France. Et depuis, on a l'impression qu'ils ne s'en relèvent pas. Il n'y a pas un résultat qui va dans le bon sens. Donc, il va falloir réussir à relancer la machine. Ils étaient, j'ai l'impression, assez contents de la performance d'un Brian Cocard sur l'Amstel ce week-end. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de motifs de satisfaction. Voilà pour le Trobreau-Léon. On va passer au Tour des Alpes, qui avait l'année dernière été gagné par Thibaut Pinot. Mais cette année, il n'y est pas parce qu'il préfère se préserver pour préparer le Tour de France différemment. La première étape a eu lieu hier et c'est Tao Gegenhardt qui a gagné devant Alexander Aramburu. Voilà. Alors Polo, je sais que tu aimes bien le Tour des Alpes. Toi. Ouais, moi j'aime bien, j'ai regardé l'étape hier et je me suis vraiment concentré sur 2 choses parce que le plateau au final n'est pas si exceptionnel que ça. Je voulais voir 2 choses. Je voulais voir Vincenzo Nibali et je voulais voir Christopher Froome. Ce qu'il faut savoir sur le Tour des Alpes, c'est que c'est un peu à l'image du Tour du Pays Basque. Ça fait que monter et descendre pendant 5 jours et sans qu'il y ait de grosses arrivées au sommet, même si on va voir que dès cet après-midi, on passe notamment un col à plus de 2000 mètres d'altitude. Hier, ça a déjà bien monté. C'était une arrivée pour puncher grimpeur. Et j'ai vu un Vincenzo Nibali vraiment très en forme, attaquant, saignant dans ses attaques. Très rassurant pour le requin de Messine. Et à contrario, j'ai vu un Christopher Froome Après, il prépare pas la même chose parce que Christopher Froome, lui, se préserve ou se prépare pour le Tour de France. Nibali est, lui, quasiment le seul favori présent sur le Tour des Alpes à préparer le Giro. Donc après, c'est peut-être une logique aussi. Il a besoin d'être plus en forme, Nibali. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas non plus, on en a déjà parlé sur le Tour du Pays Basque, oui, où Christopher Froome était là. Oui, il a fait 14e sur le Tour de Catalogne, 91e du Tour de Colombie. C'est vrai que Christopher Froome, on peut s'attendre à une montée en puissance. On ne peut pas retarder sa montée en puissance à chaque fois. Là. Le Tour des Alpes, c'est quand même une course qui est de plus en plus proche du Tour de France. On ne va pas attendre le Dauphiné libéré pour savoir où est-ce qu'il en est. Et certes, si hier il a eu un peu de mal, je vais attendre de le voir sur les gros pourcentages, enfin sur la grosse altitude aujourd'hui. Et s'il n'est pas rassurant aujourd'hui, ce sera, je pense qu'à mon avis, la Sky, il sera peut-être l'heure de s'inquiéter pour Christopher Froome. Parce qu'hier, c'était peut-être le 3e ou le 4e Sky hiérarchiquement le plus en forme. Donc c'est inquiétant. Après, hier n'était pas l'étape la plus difficile. Non. Et c'est pas sur celle-ci qu'il est vraiment censé se tester, je pense. Mais tu as raison, on a rarement vu un Chris Froome qui n'est pas en forme et qui n'a rien montré jusqu'à fin avril. Donc là, on y est. Il est l'heure de au moins rassurer un petit peu. Et on en parlait il y a quelques semaines avec Geraint Thomas. Il me semble que c'était au Pays Basque. On avait dit que le parcours lui convenait pas énormément, mais j'avais dit surtout que j'attendais de voir ce qu'il allait donner. Finalement, il me semble qu'il a chuté et qu'il a rien pu faire sur ce Tour du Pays Basque. Un bon chrono. Voilà. Un bon chrono mais on n'a pas eu les signes rassurants qu'on attendait. C'est un peu la même chose pour Chris Froome cette semaine sur le Tour des Alpes. On attend qu'il nous donne quelque chose. Bon, en tout cas, là, après ce Tour des Alpes, il ira sur le Tour du Yorkshire, après Critérium et après Tour de France. D'ailleurs, c'est sa dernière course avec le maillot Sky, puisque après, ce sera le maillot Ineos à partir de Yorkshire. Et donc Nibali, lui, va aller faire Liège. Donc attention à Nibali sur Liège, vu la forme qu'il a l'air d'avoir. Hier, moi, j'ai vraiment trouvé impressionnant sur son attaque. De toute façon, Nibali va pas à Liège pour faire de la figuration. Non, ça c'est sûr. Et peut-être qu'il va aussi se préserver sur le Tour des Alpes, je sais pas, pour arriver à Liège, peut-être un peu plus frais, je sais pas. Son objectif, c'est vraiment de gagner le Giro, je pense, plus que de gagner Liège. Mais il aimerait bien faire les deux, je suppose. C'est toujours intéressant de voir Nibali sur Liège. Il se teste notamment sur des montées longues comme celle d'aujourd'hui. Pareil, il faudra voir aussi où est-ce qu'il en est, mais beaucoup plus rassurant que Christopher Froome, Nibali hier. Dernière news, Quintana vers la Bahreïn Merida. Voilà, c'est une rumeur qui court. On parle aussi d'un intérêt de la Team Emirates, de CCC. En gros, il est en fin de contrat et ça négocie sec là, autour de Nairo Quintana, Paul.
Bah écoute, oui, pourquoi pas. Moi, je le vois mal s'épanouir autant qu'il peut l'être aujourd'hui à la Movistar, dans une équipe déjà où le giron est quand même de sa langue natale, où il a performé depuis des années avec. Il a des coéquipiers d'une vraie bonne qualité autour de lui. Pour l'instant, son statut de leader est un peu remis en cause, mais jamais réellement. Quand il est sur une course, il est toujours favori ou co-favori. Des Landa, des Valverde et même plus tard des Carapaz notamment ne lui contestent pas encore ça. Ce sera peut-être pas plus le cas l'année prochaine. Landa demande que ça. Hein. Landa demande que ça, mais en tout cas, la Movistar n'est pas prête à donner les pleins pouvoirs à Landa encore. Je pense pas cette année non plus. Donc, je sais Restera pas. ou restera pas selon toi, Je Robin? pense qu'il devra rester en tout cas. Moi, je pense qu'il va rester parce qu'il y a une relation Mais il a particulière avec 29 ans en José plus. Biondé, Hein. voilà. Avec Mais je pense Jouet qu'en aussi, fait, ouais, clairement. ce serait le moment de partir, mais pour toutes les raisons que cite Paul. Voilà, il est chez lui à la Movistar, on ne l'embête pas, il fait son programme comme il a envie, il choisit ses courses parce qu'on a d'autres leaders, donc on n'a pas l'obligation de l'envoyer là ou là. S'il veut faire le Giro, il fait le Giro et on enverra Landa ou Valverde sur le Tour. Donc il choisit son programme de course, il peut aller en Colombie et s'entraîner chez lui quand il a envie. Il a une relation particulière avec le manager Unzué. Il y a tout qui fait que finalement un départ est improbable pour moi, même si sur le plan sportif, ce serait peut-être nécessaire pour se relancer. C'est un bien grand mot quand on parle de Quintana, mais pour avoir un nouveau souffle et peut-être de nouveaux coéquipiers autour de lui et viser de nouvelles courses. Bon, ce sera un des gros dossiers en tout cas des prochains mois, la prolongation ou non de Nairo Quintana. Voilà, c'était la dernière news les gars. Place désormais à la course qui nous a fait bondir de notre canapé dimanche. C'était l'Amstel Gold Race. On en parle tout de suite dans le Focus. Et voilà, comme vous voyez, écrit Chronique du vélo, bah oui, parce que le Focus est toujours relié au site de Robin, Chronique du vélo. Et vous en avez fait un article sur l'Amstel Gold Race, évidemment, tout simplement insensé, parce qu'il y a eu un final absolument hallucinant, Robin. C'est ça. Alors, bon, indéniablement, c'était le final de l'année jusqu'à maintenant, avec ce retour du groupe, du peloton, si on a envie de l'appeler comme ça, mais c'était pas vraiment un peloton, ils n'étaient pas assez nombreux, sur les deux fuyards qui étaient Fuglsang et Alaphilippe, avec intercalé un garçon comme Kwiatkowski. Donc, si on se remémore un peu ce final, on avait 35 secondes d'avance pour Alaphilippe et Fuglsang à 2 km de l'arrivée. Donc, normalement, dans n'importe quelle course de l'année, ça suffit pour aller au bout. Et là, bah voilà, ils se sont regardés, ils ont fait de la patinette pendant 2-3 minutes et ça a suffi pour que tout le monde recolle et qu'à la fin, bah voilà, notre ami Mathieu Van Der Poel, comme l'écrit Maxime Pimon, vienne croquer tel un ogre, vienne croquer les deux de devant qui n'ont pas du tout compris ce qui leur arrivait. Ah, bah, nous non plus d'ailleurs, on n'a pas compris ce qui nous était arrivé, Polo. Non, mais absolument hallucinant. On va découvrir quand même le top 10 de l'Amstel Gold Race pour voir que Mathieu Van Der Poel a gagné devant Simon Clark et Jakob Fuglsang. Julien Alaphilippe fait 4. Alors, évidemment, autour de cette Amstel Gold Race, il y a eu un débat qui a eu lieu. C'était Fuglsang et Alaphilippe. Comment ils ont fait pour ne pas gagner? À qui la faute? Polo, toi, tu étais sur. Voilà. Est-ce que tu penses que Julien Alaphilippe a fait une grosse erreur en ne gagnant pas cette course? Ouais, Julien Alaphilippe fait une grosse erreur, ça c'est clair et net. Et Jakob Fuglsang l'a fait la même. La même erreur, c'est qu'il ne gagne pas une course que les deux. La faute aux deux. Pour moi, c'est la faute aux deux. Et c'est une faute grave des deux. La faute d'Alaphilippe, c'est de ne pas rouler, de ne pas assurer un tempo. Alors peut-être qu'il y a eu l'excuse des oreillettes, qu'on lui a donné peut-être de mauvaises infos. C'est de ne pas faire le tempo à partir du moment où Fuglsang décide de ne pas rouler. Et ça se défend pour Fuglsang. Il est moins rapide que lui au sprint. Moi, je peux l'entendre de ça. Et il Mais- s'est fait battre en plus au Strade Bianche il y a un mois et demi. C'est ça. C'est pas le dernier non plus des débiles, il va pas rouler pour aller refaire deux, quoi. Et Fuglsang aussi, je comprends pas sa tactique de rouler très fort, limite pour essayer de mettre Alaphilippe dans le rouge, et du coup de briser l'entente qu'il peut y avoir entre les deux, puisque Alaphilippe voit que Fuglsang est très fort, et Alaphilippe va commencer à douter, et c'est pour ça aussi qu'Alaphilippe décide de ne plus trop rouler à la fin, parce qu'il finalement Alaphilippe a peur d'être battu, et c'est en ça que c'est un peu cata. Donc pour moi, la faute, elle est aux deux. Ils se sont tirés dans les pattes et j'ai même envie de vous dire, bien fait pour eux. Ils ont joué au con et ils ont perdu, tant pis. Ouais, parce qu'en fait, Fuglsang, il attaque quand même 2 fois. Donc, et il a cette envie de rouler au début. Et puis d'un coup, en fait, je trouve qu'il arrête de rouler super tôt. Bah à 3 km, il arrête je crois dans la dernière Après bosse, avoir attaqué. Donc, fin. Oui, bah parce qu'il a tenté. Après il la a tenté dernière ses- bosse, quand il a vu qu'il n'a pas Voilà, lâché. il a tenté les deux stratégies. D'abord, il a essayé de s'isoler, parce que si Alaphilippe n'était pas si fort et qu'il suivait pas dans la bosse, c'était tout bénef pour Fuglsang. Et puis quand il a vu que ça marchait pas, il s'est dit j'arrête de rouler. Et pour moi, c'est pour ça que la faute est partagée, c'est parce que justement Fuglsang était peut-être assez fort pour gagner malgré tout. Parce que c'était pas non plus le Alaphilippe aérien
de ces dernières semaines qu'on avait. Il n'avait pas complètement récupéré de sa chute au Pays Basque, ou du moins sa chute au Pays Basque l'avait quand même un peu retardé, et ça s'est Il vu. a attaqué de très très loin en faisant les efforts tout seul dans les, Voilà. dans les 2 monts où il a attaqué. Et il l'a dit en plus, il a tenté- il l'a mis pas dans, faire Fuglsang l'a mis dans le rouge quand il accélérait dans les bosses. Donc finalement, les deux pouvaient gagner. Il n'y avait pas de raison que Fuglsang stoppe complètement de collaborer. Alors ça se tentait, s'il l'avait bluffé, c'était tout à son honneur d'essayer. Mais on peut jouer sans aller jusqu'à se faire rattraper par tout le monde, parce que là, tout le monde a perdu dans l'histoire. Et surtout, leur excuse des oreillettes, moi j'ai du mal avec ça. On a annoncé entre 35 et 40 secondes à 2 km de l'arrivée. Mais elles y étaient, ces 35-40 secondes. Sauf que quand tu roules à 10 km/h, que tu te regardes, que tu donnes plus un coup de pédale, que tu es en roue libre pendant 5 minutes, bah forcément, derrière, ils roulent à 40, ils reviennent. Hein. Ouais, parce qu'en plus, il y a une espèce de polémique comme quoi la direction de course donnait elle-même les écarts. Et donc, Alaphilippe a un peu remis en question. Bon, voilà ce qu'il dit à l'arrivée, à 2 ou 3 km de l'arrivée. J'ai entendu qu'on avait encore 45 secondes d'avance ou 35. Bon, il ne savait plus vraiment. Le peloton est arrivé derrière alors que j'avais l'information des 35 secondes. Perdre autant en si peu de temps, ce n'est pas possible. Donc là, clairement, Alaphilippe, il lançait une espèce de polémique en disant c'est pas possible, on m'a donné des mauvais Oui, mais on écarts. dirait des débutants. Qu'est-ce qu'il a besoin qu'on lui donne 7 ans déjà? L'Amstel, ça tourne tous les 50 mètres, donc on a le temps de regarder derrière pour voir où sont les autres. Il a le droit de juger lui-même. Et c'est un coureur pro. Ça veut dire que quoi, si on lui donne pas les écarts dans l'oreillette, il perd toutes les courses? Bah après, je sais pas. Moi, personnellement, moi, si c'est je un- sais que j'ai le temps de me reposer un peu, bah oui, j'attends un peu. Enfin, Tu veux 30 faire quoi? secondes, Il on enlève lui a- l'oreillette en On lui fait. on lui a pas annoncé 3 minutes d'avance. Non, On mais lui c'est dit ça. 30 secondes. Moi, il y a un problème avec tout ça, c'est que j'ai l'impression de retrouver le Alaphilippe d'il y a 2 ans, allez, 2-3 ans, où ce Alaphilippe stressé par la victoire et stressé de gagner, qui fait les mauvais choix tactiques et qui court un peu n'importe quand. Moi, je trouve que pour Alaphilippe, attaquer d'aussi loin, en soi, Il là, aurait ça- dû ça rouler marche. tambour battant. Ça a marché parce que justement, il a contré Mathieu Van Der Poel à un moment vraiment parfait et c'était plutôt bien joué. Mais attaquer de si loin, c'est pas le Alaphilippe qu'on connaît, c'est un Alaphilippe un peu piqué au vif qui a couru avec l'émotion. Et courir avec l'émotion, on sait que c'est pas forcément la meilleure des choses qui soit, surtout pour un pragmatique Ça a comme failli lui. marcher, On l'a hein, vu quand sur la flèche, on l'a vu sur le PE. Ça a marché parce qu'il était vraiment très fort. On les a vus sur les 2-3 monts après son attaque. Et puis il y a ce Alaphilippe inquiet, avec la peur de perdre. Il a vu qu'il était peut-être un peu moins fort qu'avant sa chute sur le Pays Basque. Du coup, il est inquiet. Il a commencé à courir n'importe comment. Et j'ai retrouvé un Alaphilippe un peu friable mentalement, comme on avait pu le voir il y a 3 Tout à ans. fait, Quand il c'est était encore- l'idée Après, est-ce que tout simplement, Et il a pas. Moi, je te trouve un peu dur dans le sens où tu dis qu'il a couru n'importe comment, mais il dit aussi qu'il avait des Dans les crampes deux et qu'il pouvait derniers pas. S'il avait pu, il l'aurait lâché, Fuglsang. Oui, mais c'est pas parce qu'il a pas réussi à le lâcher qu'il a pas le droit d'aller disputer le sprint à 2, quoi. S'il avait roulé à un tempo correct, il suffisait de rouler à 25 à l'heure, hein, pas de se tuer sur les derniers relais. Mais pendant 2 km, donc en fait, il suffisait pendant 1,5 km de rouler correctement. Dans les 500 derniers mètres, il aurait regardé où étaient les autres. Ils auraient été pas loin, mais ils auraient été à 200 mètres, ils ne seraient jamais revenus. Et il aurait pu faire le sprint correctement. Et au sprint, il avait quand même un avantage. Moi, j'ai l'impression que chez Quickstep, chez Deceuninck Quickstep, on cherche beaucoup d'excuses après Bah, en cette plus, erreur. ils ont raté leur course là, parce que même Gilbert disait qu'ils n'avaient pas contrôlé comme ils avaient pu contrôler Et sur encore, dernière course. pour moi, Devenin, ça, c'est Gilbert, encore une ils excuse. ont fait un gros travail Ils ont derrière, fait- mais ils ne pouvaient pas tout faire non plus. Voilà. Avec un Oui, Van bah, Der mais Poel, c'est ça. des Mais ils ont fait- Katkowski et tout, c'était dur à Ils ont gérer. fait le travail qu'il fallait. Devenant ça a parfaitement placé à la Philippe au moment où Ah, c'est Alaphilippe Gilbert avait envie après de- qui dit ça, qui dit Oui, bon, on n'a complètement. pas contrôlé J'ai- comme J'ai on pouvait. vu sa réaction aussi. Pour moi, elle n'est pas totalement justifiée. Le travail, il était fait. Il était À la fait. Philippe, il était parti devant. Ouais. Il l'avait placé, il l'avait mis sur orbite. Il était parti à 2 avec un mec qui va moins vite que lui au sprint. Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus pour qu'il gagne? Non, mais c'est clair. Donc ensuite, Et, et on a Patrick Lefebvre qui dit on donne pas les bons écarts. À la Philippe qui dit on donne pas les bons écarts. On commence à nous dire il y avait une moto qui était pas là où il fallait. C'est pas à cause de ça qu'ils ont perdu. Alors qu'on lit la déclat quand même de Jakob Fuglsang qui disait à la Philippe est le grand perdant de la journée. J'ai été celui qui a le plus roulé. Il me disait qu'il était mort. Bon là on joue un peu au poker menteur. Il m'avait dit qu'il m'avait déjà fait le coup au Strade Bianche. Je lui ai dit qu'il devait travailler et que cette fois c'était plutôt à moi de gagner. Bon voilà, il n'était pas d'accord. Bon après quand il dit c'était à mon tour de gagner, il le dit un peu en rigolant, mais il est peut-être aussi un peu sérieux en disant peut-être que voilà il y a eu. Mais dans aucun, On ne sait pas quoi. dans aucun monde, la Philippe avait laissé gagner Jakob. Non, bien sûr que non. Fuglsang. Ça, Surtout qu'il n'y avait pas d'histoire de Ça- classement général oui, ou quoi. il dit ça, en je pense parallèle. qu'il dit ça un peu pour rire. Il doit être un peu dégoûté. Bon, le grand perdant de la journée, enfin, je ne sais pas s'il est content de faire. Lui, il fait 3e. Je ne sais pas s'il est content de faire 3e. Mais il pouvait la gagner, en fait, cette course. Et même 2e, c'est mieux que 3e, en fait. Donc, je ne comprends pas. Et puis aussi, dans le sprint, à partir du moment où Alaphilippe voit Van Der Poel revenir derrière, lance ton sprint à 400, 500 mètres de l'arrivée. Van Der Poel, si tu lances ton sprint plus tôt, Van Der Poel, il n'a pas l'inspiration. Et au bout d'un moment, peut-être qu'il va te rattraper, il va te sauter sur la ligne. Mais au moins, tu
un bagarre avec lui. Là, tu le lances de trop tard, tu n'as pas l'aspiration, tu n'as pas la vitesse. C'était évident que Van Der Poel, Oui, il avait en pas plus, posé le de groupe de questions. derrière revient beaucoup plus vite Bah que oui, les trois de évidemment. devant qui sont encore C'est en train même de se regarder. Donc. Jusqu'aux 100 derniers mètres, c'est une mauvaise tactique de la part de Julien Alaphilippe. Moi, je pense que si cette course a lieu avant le Tour du Pays Basque où il ne chute pas, cette course, il la gagne parce que quand il voit que Fuglsang arrête de rouler, lui, il va rouler, il va aller jusqu'au sprint, il va le battre parce Oui, qu'il aurait la confiance. s'il avait une Mais là- bonne confiance, c'est sûr Mais qu'il là, je aurait pense roulé. que problème de confiance, plus parce qu'il a déjà été battu par Van Der Poel sur la Flèche Wallonne, il s'est dit oulala, je suis plus aussi fort, j'ai l'impression que je l'étais avant le Pays Basque. Et problème de confiance et problème de stratégie. Les deux vont un peu de pair au final. Voilà, c'est un bel entente de première classe pour Alaphilippe et du coup pour Fuglsang. Dernière question, est-ce que c'est pour toi un des plus beaux finales de l'histoire? Il y a eu De beaucoup. l'histoire, c'est dur parce que on en a beaucoup parlé sur les réseaux. J'ai vu passer ça sur Twitter. C'est même roue libre. On a lancé le débat un peu. Ouais. Mais- Et d'ailleurs, il y en a 65% qui ont dit oui. Bah alors, Oui, parce que mais sur c'est la culture de l'instant, ça nous prend tellement, les émotions sont tellement fortes après cette course qu'on a envie de répondre oui. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de courses qu'on n'a pas vécues. Et donc, même si on arrive à regarder les replays, sachant que c'est pas en direct, on n'a pas la même émotion que ceux qui ont pu le vivre sur l'instant. Mais je pense qu'un Liège-Bastogne-Liège, je crois que c'est 87 avec Stephen Roche et Claudie Criquelion d'ailleurs, à France Télé, ils en parlaient dans le final. Ouais. Avec Argentine, oui, qui revient de l'arrière et qui coiffe au poteau Roche et surtout Criquelion, qui a jamais gagné Liège. Je crois que c'était aussi, en termes de finale hallucinant, c'était quelque chose. Donc c'est difficile de le placer, de faire une hiérarchie. Ça dépend aussi de ce que notre cœur nous dit. Si on est un fervent supporter de Julien Alaphilippe, je pense que c'est difficile de considérer cette course comme une des plus belles. Et enfin, je voulais quand même parler de Valentin Madouas qui fait 8. Bon résultat quand même pour Très, très Valentin Madouas et la Groupama. Course très intelligente, je ne sais plus qui le soulignait parfaitement sur les réseaux sociaux. On a vu Henri Dumoulin très actif derrière Alaphilippe et Fuglsang toute la course, qui suivait notamment un Bardet qui était lui aussi très bon, qui attaquait beaucoup, qui donnait beaucoup. Madouas, lui, n'a pas mis un coup de pédale dans le groupe de contre. Il a vu Van Der Poel partir, il a pris la roue, c'était la bonne, et au final, il fait un très beau top 10, il fait 8, c'est ça? Il fait Il fait 8, Il fait à 8, 22 ans, Il c'est fait 8 devant Bardet. C'est Il fort. s'en voulait même de faire que 8. Il a dit qu'il était un peu déçu de son final. Il était très content de sa course au global, mais que dans les 2 derniers kilomètres, justement, il avait fait l'effort un peu au mauvais moment et que ça lui avait coûté de peut-être faire une meilleure place. Donc c'est bien aussi de voir qu'il ne se satisfait pas d'une 8e place. Intelligence tactique, les bonnes jambes. Franchement, il fait la flèche. Là, j'ai une interview de lui sur Twitter. Il fait la flèche. J'ai envie de le voir. Comment il peut répondre sur les Ardennaises. Je pense que la flèche, c'est peut-être un peu dur pour lui, mais sur Liège-Bastogne-Liège, ce serait intéressant de voir où il se place. Donc voilà pour le rendez-vous manqué d'Alaphilippe et aussi un peu, on l'a compris, de Fuglsang. Et on va quand même parler de celui qui a pris son rendez-vous et pas qu'un peu. C'est Mathieu Van Der Poel. On en parle tout de suite dans le débat. C'est parti. Et ouais, Mathieu Van Der Poel qui a gagné à 24 ans l'Amstel Gold Race. Bon, on savait qu'il faisait partie des favoris, mais la manière dont il a gagné, c'est absolument incroyable. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que Mathieu Van Der Poel va révolutionner le cyclisme moderne avec ses attaques de loin? Polo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Alors, il ne va pas révolutionner le cyclisme si on prend le prisme historique, mais il va révolutionner ce cyclisme du 21e siècle, ce cyclisme très calqué sur les capteurs de puissance, calqué sur les oreillettes. Il prend le contre-pied de tout ça, en fait. Il prend le contre-pied des équipes World Tour, il prend le contre-pied des stratégies de course préétablies, il prend tous les contre-pieds possibles et imaginaux. Tu le vois sur la Flèche Brabançonne, il attaque, je l'ai noté, il attaque archi loin. Gand-Wevelgem, il attaque à plus de 50 km de l'arrivée. Grand Prix de Denain, il attaque tout seul sur les pavés, 20 km de l'arrivée. Tout ça, c'est des courses qu'il gagne, des courses dans lesquelles il performe. Moi, quand je le vois partir sur l'Amstel, pareil, à quoi? C'est à 43 km ça ouais, une petite cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Mais c'est un délire, en fait. Après, ces attaques de loin, par exemple, on voyait Cancellara les faire sur les classiques, Robin. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout une révolution. C'est très beau ce qu'il est en train de faire, mais il change pas le vélo. Et tu cites Cancellara, mais il y en a plein d'autres. Peter Sagan ces dernières années, Philippe Gilbert, Niki Terpstra. C'est des coureurs qui sont attention notamment à Gilbert, Terpstra et même à Sagan. Là, on parle quand même d'un mec
qui a une pancarte grosse comme ça. Cancellara, Ah, je sais pas s'il a- mais Cancellara, il l'a fait sur des Flandriennes. Lui, il le fait sur les Flandriennes et sur les Ardennaises. Il le fait sur les courses qui lui correspondent. Bah Ouais, oui, c'est- mais justement, Cancellara, les Ardennaises ne lui correspondaient pas. Et Bah c'est oui. en ça que je te dis que la révolution du cyclisme, c'est aussi cette pluralité du fait de pouvoir faire ce genre d'effort. C'est-à-dire, lui, c'est vraiment un mec du cyclocross. Il calcule ses efforts. Ah, il reste 1 heure de course. Ça veut dire que ça correspond entre quoi? Entre allez, 40 et 50 km en règle générale. Il reste une grosse heure de course. Moi, en général, sur le cyclocross, l'heure de course, pareil, je la fais à fond. Et bah, j'attaque et je donne tout parce que je sais que sur ce laps de temps, je vais être meilleur que les autres. Et il s'en fout d'être sur le plat, d'être dans un mont ou d'être sur un secteur pavé. Il attaque et c'est en ça que je trouve que par rapport à Cancellara, qui était beaucoup plus pragmatique dans sa manière d'attaquer, dans Enfin, il sa attaquait à préparation 50 de bornes course. de l'arrivée. Mais Pourquoi c'était pas- tu veux c'était mettre pas la la même Amstel? manière. Pourquoi tu veux considérer que c'est différent? Parce qu'il le ferait sur 2 types de courses différentes qui sont les Flandriennes et les Ardennaises. Ce qui change, ce qui compte, c'est la façon dont il court. Et il court de manière offensive, il se lance dans des longs raids solitaires, c'est super, il débride la course, il fait exploser le peloton et ça nous régale, oui. Mais Cancellara faisait la même chose, Sagan fait la même chose, Bonnen a fait la même chose certaines années, Terpstra aussi. Alors oui, c'était pas sur l'Amstel, c'était plus sur les pavés, mais qu'est-ce que ça change? Mais ce qui change, c'est que pour moi, la pancarte, elle n'était pas sur Cancellara, moi j'entends, mais j'avais peur qu'on parle notamment de Gilbert ou même d'un Sagan sur Paris-Roubaix. Il a une il a- pancarte monstrueuse bien plus que Van il a- Der Poel dimanche. je sais pas Cancellara, quel- les années où il part à 50 bornes, Cancellara, Tu trouves Roubaix, que, quand tu Cancellara, trouves on est que d'accord. Van Der Poel Mais avait pour une moi, pancarte, notamment- Paul? Sur cette course-là, il était un des Vous m'avez favoris. vu, il lui. vient de gagner Oui, la il était Flèche- un des de gagner la favoris, Flèche mais- Barbranson, c'était l'archi favori avec. Mais Il a pas il une n'a pas, pancarte il a énorme, pas une d'ailleurs, quand il pancarte comme Sagan peut l'avoir Voilà. sur les D'ailleurs, quand Flandriennes, il par part à exemple. 43 bornes, il n'y a personne qui saute dans sa roue parce que tout le monde se dit c'est trop tôt. Parce Et que les gens c'était sont trop tôt. surpris, c'est pas comme un Cancellara. Les gens sont surpris de voir et je pense qu'on n'est pas encore habitué à voir ce Mathieu Van Der Poel et à se dire si Mathieu Van Der Poel part à 43 bandes de l'arrivée, Mathieu Van Der Poel peut gagner sur la Flèche Bramorson avant de suivre le bon coup avec Alaphilippe. Je crois qu'il part à 30 km, 20-30 km de l'arrivée. Il a déjà attaqué 2-3 fois Oui. avant. Et en ça, moi, je suis désolé. Les courses de Cancellara, je les ai vues. Les courses de Bounen aussi. Pour moi, c'est les mecs à qui tu peux le plus le comparer. Et encore, moi, je retrouve pas cette espèce de C'est quoi la romantisme différence? dans C'est que l'attaque. Cancellara, il attaquait une fois, il se faisait pas reprendre. Donc finalement, c'était juste plus efficace. Sagan sur Roubaix, quand il attaquait Et, simplement, c'est pareil. Van Avermaet. Van Der Poel, il a Van gagné Avermaet, toutes les on l'a courses oublié. auxquelles il a participé, à part un grand VVL Oui, mais c'est quoi la différence? C'est qu'il attaque attaque la Brabanson, il attaque 3 fois avant de se faire reprendre. Et à la 4e fois, c'est la bonne. C'est la seule différence avec les Cancellara, Van Avermaet, Bonnen, Sagan, qui eux sont plus expérimentés, ont une science de course plus aiguisée, savent davantage où il faut partir. Et eux, ils ont besoin d'une seule attaque. Là où Van Der Poel a besoin de 4. Il y a une déclat qui m'a titillé, je voulais qu'on en parle, c'est celle de Christophe Roodhooft, son directeur sportif à la Corendon, donc du coup cette équipe des deux néerlandaises, qui dit je sais que Mathieu n'était pas un gars normal. Mais maintenant, il semble être presque le nouveau Merckx. Nous pensions que Mathieu roulait fort pour la 3e place et tout d'un coup, il gagne et sa victoire est tombée sur nos têtes comme une brique. Voilà, un cadeau du ciel. Est-ce que, en fait, on parle pas un peu sous le coup de l'émotion, de la découverte Exactement. d'un nouveau talent, Paul, est-ce qu'on s'emballe pas un peu Après, en fait il y a un truc, et c'est intéressant, quand il dit, notre ami, qu'il roulait, on a l'impression qu'il roulait pour la 3e place. Et là, c'est là que aussi il prend le contre-pied d'un Cancellara et d'un Bounen, c'est qu'il ne calcule rien en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce coureur commence à être apprécié. Il calcule Parce rien que- ou alors il court n'importe comment. Ouais, parce que c'est ça, moi, c'est ça. Ouais, est-ce qu'au au final. À partir du moment où il gagne, pour moi, il ne court pas n'importe comment. Mais le fait est qu'il ne calcule rien. Et je pense que si il ne calcule rien là, parce que là, il a traîné quand même sur son Mais là, porte-bagages, on lui il a traîné pendant 10 km. Ouais, mais après, par il a exemple, sur traîné Alaphilippe, il a tu dis traîné- qu'il attaque beaucoup trop tôt tout à l'heure. Alors, comment ça se fait que tu aimes bien quand Alaphilippe attaque tu dis que c'est pas normal qu'Alaphilippe attaque trop tôt. Et là, tu dis que bon bah il court n'importe comment, mais c'est bien parce qu'il calcule Parce rien. qu'Alaphilippe n'est pas du tout dans la même dynamique. De 1, parce qu'il vient de se faire battre, notamment par Mathieu Van Der Poel. Et de 2, parce que c'est pas le Alaphilippe qui attaque à 40 km de l'arrivée dans un mont. C'est pas le Alaphilippe qu'on connaît, c'est pas le Alaphilippe pragmatique dans la victoire qu'on commence à avoir l'habitude de voir sur les grandes courses. Là, on a ce Mathieu Van Der Poel qui est une espèce d'attraction, on est d'accord. Peut-être que c'est pour ça qu'on se réagit. Mais moi, j'ai cette impression-là. Et c'est là, comme je le répète, que je trouve que par rapport à Cancellara et à Bounen, qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup moins peut-être
avec un peu moins de romantisme dans ses courses, c'est que lui, tu as l'impression qu'à partir du moment où on entre dans la dernière heure de course, il ne calcule plus rien, il se donne à fond. Et c'est très cyclocross, ça. On voit son arrivée à l'arrivée où il dort, limite, il tombe dans les pommes, à l'image d'un Wout van Aert aussi sur Paris-Roubaix. Mais justement, Robin, il est-ce se que c'est met à pas... la planche et ils s'en fichent en fait. Mais justement, alors Et Robin, c'est du peut-être coup, pour ça qu'il tu gagne commençais à en parler. Toi, tu trouves qu'on s'emballe un peu avec ces émotions, ces images? Complètement. C'est super ce qu'il fait. Il nous a offert une course incroyable dimanche. Mais déjà, il faut se rappeler que si Alaphilippe et Fuglsang font pas n'importe quoi, Van Der Poel, il fait 3 Mais voire ça, c'est 4. pas son problème à lui. Oui, non, mais tu dis, il a gagné, donc il a forcément bien couru. Non, c'est parce que tactiquement, les mecs de devant ont fait une erreur monstrueuse qui gagne. C'est pas parce que lui a bien couru. Lui, il a juste couru comme un bœuf, du début à la fin. À un moment, il s'est dit, tiens, j'ai les jambes, j'attaque. Il n'a pas réfléchi à où on était par rapport à l'arrivée. Il n'a pas réfléchi à est-ce qu'il y a des mecs qui viennent avec moi. Il a fait 3 bornes, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. Il s'est dit, bon, bah, ça sert à rien, mon histoire. Il s'est relevé, résultat, quand ça part, le bon coup, il n'est pas dedans. Alors qu'il avait les jambes pour y être. Sauf que son attaque d'avant de n'importe quoi, alors c'était bien, ça a mis du piment dans la course, etc. Mais ça l'a mis dans la merde. Et ensuite, si ça se regarde pas devant, si ça fait pas n'importe quoi, il gagne jamais cette course. Mais alors, bravo à lui d'avoir roulé, d'avoir rien demandé à personne pendant 30 bornes, de s'être mis à la planche et d'avoir continué à y croire là où personne n'y croyait. Ça, c'est tout à son honneur. Et ensuite, il fait un super sprint, il a encore les cannes, etc. Mais la différence avec Cancellara, Bonnen, à la limite, c'est que là, on a un mec qui est tellement fort et qui est tellement costaud, qui court tellement comme un bœuf, comme un bourrin. Parce qu'il l'a peut se rattrapé par permettre- grappe, en fait. Exactement. Il Il les a peut se rattrapés par permettre finalement de griller des cartouches et de réussir quand même à gagner. C'était le cas sur la Brabanson, tu l'as dit, il attaque 4 fois dans le vide et finalement il gagne quand même à la fin. Mais c'est juste qu'il était trop fort cette semaine. C'est ça. Parce qu'un mec finalement, un mec très fort comme Cancellara ou Sagan ou Bonnen dans leurs bonnes années, je pense pas qu'ils aient 4 cartouches. Et même s'ils en ont, la différence c'est que ils savent peut-être qu'ils ont plusieurs cartouches dans les jambes, mais ils essayent de faire la différence dès la première parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque et ils n'ont jamais C'est pris pour les ça risques que- de se faire reprendre. C'est pour ça que je te parlais de pragmatisme, et c'est une qualité que n'a pas Van Der Poel et qui risque de lui coûter cher peut-être plus tard quand il aura peut-être des moins bonnes jambes. Pragmatisme qu'avaient des Bounet et des Cancellara qui savaient quand est-ce qu'il fallait attaquer, où il fallait attaquer, Et ça que les ce soit faisait à pas attaquer 50, moins loin. à 30, à 40 ou à 20. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Van Der Poel, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, je suis dégoûté. Non, bah, tu sais quoi, tu peux y réfléchir pendant Ouais, qu'on je vais regarde la réfléchir, mais je déclat, suis dégoûté, la j'avais déclat un de son super père truc à dire. qui lui-même avait gagné l'Amstel Gold Race il y a quelques années. 29 ans. Adri Van Der Poel, comment? Il y a 29 ans. Il y a 29 ans. Voilà, il dit il roule pour la gagne, c'est sa manière de faire la course et de traiter le public. C'est un garçon très correct, tout le temps prêt pour les supporter, pour les supporters, pardon. Dans le final, j'ai crié quel fou, comment a-t-il fait une telle chose? Il m'étonne encore, il est plus fort que moi. Non, mais c'est beau en tout cas de voir Et que c'est même peut-être son vrai. père. C'est est- même sûrement vrai. De quoi? C'est même sûrement Oui, vrai là, je qu'il est pense plus que- fort que le père, même si le père a eu des victoires incroyables. Mais oui, c'est. En fait, je veux retirer aucun mérite à la course de Van Der Poel de dimanche, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais non, c'est pas une révolution. Et Bah, après, il y a. Vas-y, Polo. Il y a plusieurs choses aussi sur lesquelles je voulais revenir. Quand on parle de révolution, je l'ai cité, pas d'équipe World Tour, c'est-à-dire une équipe Conti dans laquelle il fait ce qu'il veut. Son frère court avec lui, son père est Et un tu penses qu'il conseiller. pourra faire la même chose dans une équipe World Tour? Parce qu'il va être, évidemment, Tony Galopin disait Il qu'il y y sera a, pas avant il y a 2023, 18 donc on a le équipes temps dans le de- World Tour, il y a 18 équipes qui le veulent, Ouais. donc il va devoir, en fin de saison, savoir ce qu'il veut faire. Et Tony Non. Galopin dit tous les managers aimeraient avoir un coureur comme Mathieu Van Der Poel. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur Van Der Poel, c'est qu'il n'a pas d'agent. C'est dans le cyclisme mondial, c'est quasiment, ça n'existe plus quasiment rare. plus, à part Thibaut Pinot, par exemple, qui n'a pas d'agent. Alors, est-ce que vous pensez que dans une équipe qui ne lui offre pas, comme son équipe de D2 néerlandaise, la possibilité de faire Je du crois qu'elle est belge, cyclocross, son du VTT, Il y a- non, elle est néerlandaise. non, elle est, c'est un voyagiste turc. voyagiste lié turc. à un truc de Paris, je crois. J'ai Ouais, peur de mais dire elle est de bêtises, néerlandaise. Et est-ce que tu penses qu'il peut faire la même chose dans une équipe World Tour? Oui, non, déjà, moi je pense qu'il n'a aucun intérêt à aller en World Tour. De toute façon, il ne compte pas y aller avant 2023, puisque son contrat dure jusqu'en 2022 ou 2023. Et qui veut faire les JO en Il veut VTT? faire les Jeux en VT. Ce qu'il faut savoir aussi à la Commandant Circus, c'est que ces gars-là lui laissent faire sa saison de cyclocross, ensuite sa saison de cyclisme sur route, flandrienne et le début des Ardennaises. Et après, il lui laisse aller aussi sur le VTT. Et là, il va commencer sa saison de VTT. Mais les équipes World Tour, elles le veulent maintenant. mais hein. alors, Elles ne le veulent pas à la fin de son contrat en Il a 2023. quel intérêt il a à aller dans les équipes World Tour, sachant que maintenant, si Mathieu Van Der Poel Le dit salaire, je veux, déjà. hein, Le salaire déjà. Bah, il gagne déjà 2 millions, C'est vrai, par c'est vrai, mois. t'as Il a des énormes sachant sponsors. que le problème, vous allez me dire, ouais, les invitations sur les grandes courses. Il gagnera plus. Si Mathieu Van Der Poel, à l'heure d'aujourd'hui, veut
une invitation sur Paris-Roubaix. Il dit à Paris-Roubaix, toc toc, je veux que mon équipe soit invitée. Et croyez-moi que son équipe, elle sera invitée sur Paris-Roubaix. Pour moi, bien sûr, on parle beaucoup notamment de la Sky. De Quick-Step aussi. On verra, évidemment, on verra aussi ce qu'il fait. Mais je pense que, et lui le sait très bien, puisque, comme je l'ai dit, il ne va pas y aller tout de suite en World Tour. Il n'a aucun intérêt à y aller maintenant. Mais il y a une donnée qu'on ne prend pas en compte, c'est que son équipe elle-même pourrait passer en World Tour. Corendon Circus devient très très attractive avec Mathieu Van Der Poel. Ils vont avoir beaucoup plus de facilité à trouver des sponsors. Ils vont avoir beaucoup plus de facilité aussi à recruter des coureurs pour encadrer Mathieu Van Der Poel. Parce que c'est un tout petit budget, hein, c'est 10 fois Pour l'instant, oui. inférieur aux équipes World Tour. En fait. Tout à fait. Pour l'instant, ils ont un très petit budget. À la moyenne. Mais rien ne les empêche, eux, d'avoir un projet d'ici 1 an ou 2 ans, de monter eux-mêmes en World Tour. Ce qui réglerait la problématique de Van Der Poel n'est pas en World Tour. Parce que oui, pour l'instant, alors tu le dis, il est très bien payé parce que le cyclocross en Belgique et aux Pays-Bas, c'est reconnu et ça paye. Tant mieux pour ça. Donc finalement, je me suis un peu emballé sur cette question du salaire parce qu'il ne va pas tout de suite aller chercher les 4-5 millions que touchent les plus gros noms du peloton. Donc à 2 millions, il est déjà pas mal. Mais oui, la question du World Tour, elle se posera forcément. Il ne restera pas jusqu'en 2023 en 2e division, je pense. Alors peut-être jusqu'au JO 2020 parce qu'il en parle beaucoup. Mais après, il sera question de World Tour. Mais son équipe elle-même pourrait l'y amener. Mais c'est surtout que s'il signe dans une équipe World Tour, en fait, il sera obligé de se consacrer à 100% sur le cyclisme sur route. Et en fait, je ne sais pas si lui, il a un intérêt. Et si nous, en tant que suiveurs, on a un intérêt à le voir 100% sur le cyclisme sur route. Parce que ce qui permet de le voir faire des choses comme ça, c'est aussi parce que il a une prépa différente, etc. Paul, je sais pas en fait si j'ai envie de le voir dans une équipe World Tour. Ce que nous on a envie de voir, c'est ce que lui a envie de faire. Et pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le cyclisme sur route est peut-être sur l'échelle de ces 3 pratiques, sur ces 3 disciplines, le cyclisme sur route est celle qui l'intéresse le moins. Ouais, c'est la 3e. Le cyclocross. C'est sa principale, on va dire. Le VTT, c'est quand même son objectif maintenant, à la fin de cette période de Flandrienne et semi-ardennaise. Maintenant, le VTT devient son objectif unique jusqu'à 2020 et les JO. Je pense que pour l'instant, le cyclisme sur route, il le fait. C'est vraiment du pur plaisir, quoi. C'est Pierre Carré qui disait ça sur un article de Libération qui disait que, en fait, pourquoi on veut toujours voir le cyclisme sur route comme au-dessus du VTT, du cyclocross. Par exemple, il y a des coureurs chez AG2R comme Jauregui aussi, voilà, il les cite dans son papier qui dit voilà, eux, on les a obligés à faire du cyclisme sur route. Parce qu'en France, à tout lâcher. C'est pas reconnu comme en Belgique ou aux Pays-Bas. Mais alors, ce printemps-là qu'on vient de vivre pourrait aussi avoir sur le public français, ça pourrait aussi amener un nouveau regard. On a vu des Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel excellents tout le printemps. Peut-être. Moi, je ne regardais pas le cyclocross. Je pense qu'avec peut-être que l'hiver prochain, il y aura des gens devant la télé. Que je vais y aller. Ouais. Moi, j'ai commencé un peu à regarder sur la fin de saison de cette année parce que justement, il y a ce duel Van Der Poel-Van Aert qui est intéressant. Tu mets un Français qui performe là-dedans. C'est diffusé sur la chaîne L'Équipe, donc c'est disponible de tout le monde, machin. À fond. Moi, je suis chaud de voir du cyclocross à la télé, quoi. J'ai envie de voir ça. J'ai envie d'un Français qui performe aussi. Et vous savez quoi? Maintenant, on va terminer ce débat en félicitant tous ceux qui ont trouvé Mathieu Van Der Poel. Tu les as tous notés? Oui, c'est Ben qui les a notés. Plus nombreux que Gilbert. Alors déjà. Voilà, vous êtes tous là, Geoffrey, Florian, Seb, Bonmartel, Grésigno, Flo, Bernard de la Vitre Arrière, il m'a régalé ce nom-là, le Movis, et particulièrement aussi dernier à Gus qui a trouvé bon, il a mis à la Philippe derrière, mais bon voilà. Philippe n'est pas podium. Hein. Voilà, il fait pas podium, il fait 4. C'est Lutsenko, c'est décevant. Ouais, Lutsenko, bravo. Il y avait un stade. Voilà, quoi. C'est un stade. Bravo, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont trouvé, alors qu'il y a eu plus de 100 pronos, il y en a beaucoup qui ont mis Van Der Poel. Bravo à vous. Voilà, c'est terminé pour le débat, les gars. On va parler maintenant des courses à venir avec les bonifications. Et oui, parce qu'avec une émission le mardi, on va évidemment suivre demain la Flèche wallonne parce que c'est mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche. Voilà les Ardennaises qui arrivent. Bon, ce qu'on va faire pour en parler, vous allez donner chacun votre... Enfin chacun, c'est ça qui va être très drôle. Voilà, Robin ne connaît pas le prono de Paul et Paul ne connaît pas le prono de Robin. Mais ce qui est très drôle, c'est que Paul, sors-moi le prono pour la Flèche wallonne. À la Philippe. Sors-moi ton prono pour la Flèche wallonne. À la Philippe, voilà. Du coup, Ben, chef d'aide, a eu moins de travail. Il a fait qu'un seul template. Voilà, qui est le favori. Je te coupe. Je vais juste dire. Vas-y, non mais vas-y. Vas-y. Je le vois
en sortie de chute sur le Tour du Pays Basque, on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, sortie de chute sur le Tour du Pays Basque, être à ce niveau-là sur la Flèche Brabançonne, se balader dans les bergs qu'on a vus là, il y a 2 jours, sur un effort comme ça, qu'il connaît par cœur. En plus, là, pour le coup, il arrive avec un avantage psychologique sur ses adversaires. Je pense qu'il est imbattable. Alors du coup, bon, il le voit comme favori, mais large favori. Est-ce que tu le vois comme large favori, Robin? Pareil, oui, parce que je pense qu'il sera revanchard après cette erreur sur En l'Amstel. plus, ouais. Et je pense aussi qu'il n'y a pas, en fait, même s'il est qu'à 90%, je pense qu'il gagnera. Parce qu'en fait, il n'y a pas un gars pour le challenger vraiment. On se rappelle, il y a quelques années, Valverde qui dominait. Quand il a eu Alaphilippe qui est arrivé au top niveau, il avait un peu chaud. Là, cette année, il n'y a pas un mec pour faire peur à Alaphilippe, en fait. Bon, bah du coup, on va aller sur les grosses cotes parce que voilà, on vous a demandé les grosses cotes puisqu'on savait que vous aviez le même. Bon, du coup, Polo, toi, qui est ta grosse cote? Moi, j'ai mis Björg Lambrecht. Björg Lambrecht, le jeune coureur de la Lotto Soudal. Et Robin, bah Polo, voilà, tu le découvres Ouais, en template. J'ai mis Tadej Pogacar, Ah, pas mal. qui grimpe très bien et j'espère qu'il fera sensation sur le mur de oui. Intéressant, ouais, bah, les deux ont été hyper intéressants sur le Tour du Pays Basque. Lambrecht fait une très bonne Flèche Brabançonne, il fait une très bonne Amstel Gold Race. Il est encore jeune, il est tout fin, c'est le profil physiologique parfait pour performer sur la Flèche Wallonne. Franchement, bon, peut-être pour la victoire, ce sera peut-être un peu dur, mais il y a quand même, je mets ma main à couper qui fera top 5. Ah oui, ma main coupée, ok, d'accord. Ok. Pas autre chose. Ok. On aura donc, bon voilà, pour la flèche. J'aime beaucoup Pogacar. On part sur Liège-Bastogne-Liège, voilà la doyenne. Bon, cette fois, vous m'avez surpris, franchement, pour les favoris de Liège. Voilà, on les découvre l'un et l'autre. On peut y aller, mon Ben. Et voilà, bravo. Super, les gars, vous avez encore mis Julien Alaphilippe. Ah oui, je crois que sur cette semaine, c'est un peu le. J'ai hésité avec Sagan. Hein. C'est vrai? Je pensais que tu allais mettre Sagan, moi, tu vois. Non, j'en suis revenu de Sagan. Non, mais attention à Sagan quand même. Il m'a fait perdre trop d'argent cette dernière semaine pour que je continue. Donc voilà, dimanche, il y aura la doyenne. Et donc, pareil, on part sur les grosses cotes pour savoir. Mais juste pour un mot, Dis-moi, j'ai envie Polo, de parler, je excuse-moi. suis désolé. Non, t'as raison. Attention, avec ce nouveau parcours, Alaphilippe sera quand même moins sûr de gagner que, Si on avait par gardé exemple, l'ancien, une arrivée l'année dernière. Où même si c'est comment il s'appelle Jungels qui gagne, je pense que derrière Jungels, c'était lui le plus fort. Il a vraiment bien roulé pour que son copain gagne. Là, cette année, ce sera quand même plus dur avec cette arrivée sur le plat. Beaucoup de choses sont possibles. On l'a vu Ça sur risque de partir de l'Amstel. loin. Il risque d'y avoir un scénario un peu à l'Amstel. Attention à Alaphilippe, qui aura moins de confiance que sur la flèche. Les grosses cotes, du coup, on les découvre en template. Celle de Robin et c'est Roman Kreuziger, et celle de Polo, c'est Romain Bardet. Alors, expliquez-nous un peu vos grosses cotes en commençant par toi, Robin. Roman Kreuziger, donc le coureur préféré de mon adolescence. Alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ah ouais. Mais je l'ai revu. Moi, je te rassure, j'ai la même chose avec Jacob Fulsang. C'est Voilà. incroyable. Tu sais pas pourquoi, tu les kiffes. Exactement. Quoi. Et je l'ai vu pointer le bout de son nez sur l'Amstel. Ça m'a fait plaisir. On a même cru que c'était Valgren à un moment. Ouais. J'ai cru, non, c'est pas Valgren, c'est Kreuziger. Mais Valgren. Suivez le hashtag Où est Valgren d'ailleurs sur Twitter, fait par Polo. J'ai des mecs qui répondent, hein, vraiment, ils me disent t'as vu, il a fini 50e, il a fini dans le groupe Eto, je sais pas quoi. Ça régale les mecs. Ça va être un running gag, ça. Ouais. Mais donc, je pense que chez Dimension Data, on va peut-être plus miser sur Kreuziger que sur Valgren. Kreuziger qui a une histoire avec Liège, qui a souvent performé sur cette course, plusieurs en tout cas top 10. Donc voilà, je pense qu'il est à l'aise, il sera moins regardé que d'autres et qui peut aller faire une place. Et toi, Romain Bardet, mon Polo? Ouais, Romain Bardet, qu'on a vu à l'image de Kreuziger pointer le bout de son nez et plutôt bien sur l'Amstel Gold Race. 9e. De bonnes jambes. Après sa chute, pareil, c'est sur le Tour de Catalogne où il est tombé, ou le Tour du Pays Basque, je confonds. Le Tour de Catalogne où il est tombé. Il revient fort. Liège, c'est une course qui lui convient bien. On l'a déjà vu. Hein, il me semble qu'il fait podium l'année dernière avec Michael Woods. Tous les signaux semblent au vert pour qu'il performe. Il a dit quand même qu'à cause de sa chute, il n'était pas au top du top non plus et qu'il allait sur Liège un peu moins bien que l'année dernière. Il a fait 42e de Paris-Camembert et 9e de l'Amstel Gold Race. Ça a l'air quand même pas mal. C'est vrai que dimanche, il était bien. Ce que disait, j'allais dire Marion Galopin, ce que disait Marion Rousse notamment sur le live là, pendant l'Amstel, c'est qu'après le Paris-Camembert, il est allé rouler 1 heure de plus. C'est-à-dire que bon. Il est au niveau physiquement, il a envie de rouler, il est plutôt bien. Là, pareil, sur l'Amstel, on le voit performer.
On l'a dit sur Liège, c'est une course qui lui convient bien, je me répète. Voilà, je pense qu'il a tout pour performer, Romain, dimanche prochain. Donc voilà, il sera aussi évidemment sur la Flèche Wallonne. Enfin, je dis évidemment, mais c'est pas évident. C'est moins, C'est moins évident. Mais sur l'a vu à Péragude, il peut finir fort sur des montées comme ça, mais c'est pas du tout le même contexte. C'est un peu dur pour lui, je pense, la Flèche. Donc voilà, pour croyez-moi, sur les deux courses, que ce soit sur la Flèche ou sur Liège, les deux, ils seront en train de regarder Kreuziger, Pogacar. Ils vont être à donf Je sur serais pas déçu plus par que sur les vainqueurs. Et sur Lambrecht. C'est un Je vrai veux gars, qu'on puisse Lambrecht. faire la fête mardi prochain avec la victoire de Kreuziger. Donc voilà, on va passer au quiz. Voilà, dernière partie de l'émission, c'est parti. Polo est tenant du titre. Voilà, Lionel Messi est Quel parmi nous flambeur. pour ce quiz qui va se terminer. Je demande la force du GOAT, de la chèvre. Bon, bah les gars, je vois que Polo est chaud. Robin, je sais que t'es chaud, toujours un compétiteur né, ce mec-là. On part pour le premier qui est. Voilà, donc les visages sont Attends, cachés. est-ce qu'on a une seule proposition chacun? Ce qu'on a dit, hein, une seule proposition chacun, et si on se trompe les deux, on repart sur une proposition D'accord. chacun. Ok. Très bien, ça me Allons-y. va. Ça me va. Kreuziger. Non, c'est pas Kreuziger. Luis Meintjes? Ce n'est pas Louis Mentiès. Oh là là. Nous voilà dans la merde. Alors, Donc là, Ben O'Connor. ce n'est pas Ben O'Connor. Igor Anton? Ce n'est pas Igor Anton. Très bien, donc vous en dites un. Ouais, Je vous donne des indices. Il a 35 ans et il est Ouh là belge. là. Ah. Et aujourd'hui, il est chez CCC. Il est parti l'année dernière. Il a gagné une étape du Tour d'Italie, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2009. Oh là là, mais Oh là là. En 2009, il avait 25 ans. Initial SP. Serge Powell. Serge Powell. Serge Putain, Powell. Ouais, bien joué. Voilà. Bravo, Robin. Ah, il était- Désolé, il- t'étais pas Mais loin, je voyais mais que c'était un grimpeur en plus, on voit assez bas. Ouais. mais Ouais, je- bah, je- Serge Powell, on n'est pas très bon. Hein. c'est vrai que je m'y attendais Ouais. à ce qu'il sorte Désolé. un peu plus rapide. Mais c'est pas grave. On va voir si vous vous rattrapez. Deuxième qui est Farrar. Farrar. Ouais, bien joué. Bravo. Ah, c'est un peu plus rapide. 2-0 pour Robin. On part pour un troisième qui est Omar Freile. Omar Freile. Oh, bien joué. Bravo, Ça, Polo. c'était l'année dernière. Ah oui, une belle victoire. Je sais plus où Amande. c'était, mais il m'avait régalé. Amande, ouais. Bah oui. Ouais. Amande, tout à fait. Ah ouais, c'était sur le Tour de France, on le voit en Mm. plus. 2-1 pour Robin. Henrik Mas. Ce n'est pas Henrik Mas. David de la Cruz, mais j'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de le Ah ouais, t'as pas le droit. C'est pas grave, c'est bon, allez. dire. Oui, David de la Cruz. il y a 2 mais ans, il y a désolé, 2 ans. les règles C'est sont vrai les qu'en règles, plus, Polo. Il y a j'étais là. 2-1. Il y a 2-1, mais bravo, mais les règles sont les règles, Polo. Je cherchais le gars step de la T'avais première pas le droit. semaine Ouais. qui allait l'avoir. T'avais pas le droit. Donc 2-1 toujours pour Bien, Robin. cette règle, on a Ce bien fait point- de la mettre. Cinquième qui est, après on passera au qui suis-je. Machka. Bourman? Schwarzman. Non et non. Koenig. Non. Conrad. Non. Il n'y a pas de livret, il est champion de rien du tout, lui? Il est champion de rien du tout. Bennett. C'est horrible de dire ça. C'est pas Bennett. Ah ouais, Bennett, je pense qu'il a un peu plus stock. Qui c'est ça? C'est un grimpeur. Ah ouais, ça se voit. Un grimpeur prometteur. Bourman. Non, t'as déjà dit dit. Bourman. Non, c'est Non, Ah non, j'ai dit Ah oui, bah, il a dit Bourman. C'est. C'est un Italien, Ah, Formolo. Formolo. Davide Formolo. 3-1 pour Robin. Non, C'est vrai qu'il avait plus le droit, donc du coup j'ai dit un indice, ça a aidé beaucoup Robin. J'aurais pas dû dire Attends, d'indice. T'as donné un point. Ah non, j'ai un dit. Je pensais que. T'as donné un point à Robin. C'est quoi ce scandale? Bon, 3-1 pour Robin à la fin de ce qui est. Il reste 2 qui suis-je. Il y a encore possibilité de gagner. Qui suis-je? Alors, on va. Il faut Thomas en il faut régie me dit de faut faire 2 points. Dans l'oreillette. Eh ben, on va toujours. faire 2 points pour les 2 qui suis-je. Allez. Premier qui suis-je? Coureur discret, Attends, j'ouvre ma page. jamais sans aucune polémique. Je fais mes débuts pro chez la Gerolsteiner. Coureur avec des qualités en montagne, bon rouleur, je suis destiné à être un excellent rouleur, un excellent coureur. Linus Gerdemann? Ce n'est pas Linus Gardeman. Pour viser les classements généraux de Grand Tour. Mon surnom, Pitbull. Schumacher. C'est pas Schumacher. C'est Jonathan Wouters qui me l'a donné. Sur le Tour de France, je n'ai jamais conclu. Abandon en 2010, abandon en 2014, mais quand même 8e en 2015. En 2016, je gagne une étape de la Vuelta. Koenig. Ce n'est pas Koenig.
Mon premier succès depuis 2 ans, depuis, je n'ai plus gagné. Finalement, je ne confirme pas vraiment, mais je deviens un équipé plutôt prisé. J'ai été lieutenant de Johan Chop, et oui, Johan Chop a été leader, de C'est vous, TJ Télécom. Van Garderen, non, chez la BMC, Ah. de Richie Porte, puis de Romain Bardet. L'année dernière, Vincent Lavenu ne me retient pas sur le Tour de France. C'est une déception. Gastower. Ce n'est pas Ben Gastauer, mais mon Tour de Suisse ne plaide pas en ma faveur. Finalement, je profite du forfait d'Alexandre Géniez Non, c'était qui? pour participer au Tour de France. De la Gerolstein. Oh là là, je suis complètement bloqué. Je vais m'aligner mercredi sur la Flèche Wallonne, puis chez moi sur le Tour de Romandie Non, mais attends. et le Tour de Suisse. Non, mais c'est ouf. C'est pas Dillier, c'est pas. C'est Reichenbach? Ce n'est pas Reichenbach, je Non, suis c'est suisse. Morabito. Ce n'est pas Non, Morabito, je suis suisse, équipier de Romain Bardet, donc chez AG2R. Attends, mais on est nul. J'ai été chez Yam Cycling. Oui, Mathias Franck. Mathias Yes, Franck, putain. putain, vous me rendez fou. On est nuls. C'est quoi ces histoires On est oh, nuls. on se concentre. Oh là, mais on va se faire insulter dans le chat là. Eh, il y en a, Non, mais au franchement, moins, il y en t'as a. pas écrit pour rien, t'es allé au bout. Oui, c'est vrai, je suis content. Non, on va se faire insulter suis dans content. le chat. Mathias Franck. Ça fait 3-3, du coup, on va 3 minutes, avoir tu voulais pas un venir. dernier qui suis-je qui va être génial parce qu'il va décider de qui va gagner. Mais là, j'ai un peu honte. Hein. Je vais remettre. Mais toi, tu l'as trouvé, alors que moi. Je vais remettre Messi pour le dernier qui. En plus, j'ai dit Morabito, il est à la FDJ. Hein. Eh ouais. Alors, je suis un coureur à la retraite. Il y en a beaucoup. En 2010, je termine 2e du Tour de l'Avenir derrière Nairo Quintana, devant Jarlinson Pantano. 2010. Mon début de carrière répond aux attentes de mes patrons. Andrew Talansky? Andrew Talansky, désolé Polo. Je me suis rattrapé. Désolé Polo, victoire de Romain. Bravo Romain. Elle est pour le chat Voilà. de la semaine dernière. Voilà. celle-là. Et Lionel Messi a perdu. Voilà, tous les supporters de Cristiano Ronaldo ou du Real Madrid plus globalement Ah, seront Je suis très de la heureux. Juve maintenant, Joseph. Faut se mettre à jour. Oui, c'est vrai. Et ben, en fait, je suis tellement bloqué sur la Juve, c'est vrai, faut se mettre à jour. Non, mais de toute façon, Programme là, de la c'est pas semaine. trop son truc. Oui, c'est vrai, j'y connais absolument rien. Programme de la semaine, mon Ben, Thomas, vous pouvez y aller. Tour des Alpes jusqu'à jeudi. Ouais, jusqu'à jeudi. Flèche Wallonne, mercredi, on en parlait. Vendredi, Tour des Alpes, qui finit. Ah, vendredi, ok. Ouais, il y a 5 étapes, vu que ça a commencé hier. Ouais. Ça finit vendredi. Voilà, et donc les Ardennaises, Flèche Wallonne et Liège, Bastogne-Liège dimanche. Et évidemment, on se retrouvera pour débriefer tout ça, les gars, mardi prochain. Ouais, s'il faut être là, on sera là. Ouais. Si on y est obligé. Hein. Voilà. Ouais, J'aime on sera beaucoup là, d'ailleurs ton évidemment. t-shirt, Oui, Polo. offert par ma Très- mère à Noël, je suis très content. Bon, ma mère prend toujours 12 tailles au-dessus, Mais non, ça te va bien. mais voilà, écoute, il est cool. Cool comme les C'est vrai, t-shirts. c'est vrai. J'ai- Bravo, ouais. c'est bien trouvé. Ouais. Oui. C'est bien trouvé. Voilà. Bon, bah voilà, Pas merci trop les gars. d'inspi, désolé. Et puis, Merci, du coup, Joseph. à la semaine prochaine. À la semaine Ouais. prochaine, À la semaine ouais. Allez, prochaine. bisous. Ciao les Salut. rouleurs.